Le Viagra. Aujourd'hui, cette petite pilule bleue, c'est devenu une évidence, non? Ça fait partie du paysage. Mais, et si on rembobinait un peu? Avant que la chimie ne débarque avec sa promesse d'une érection quasi garantie sur ordonnance, comment ça se passait? À quoi ressemblait le monde pour ceux qui cherchaient une solution? Allez, on part pour un voyage dans le temps, à une époque qui n'est pas si lointaine, mais qui, vous allez voir, ressemble à un autre univers. Voilà, c'est exactement la meilleure façon de décrire ce monde d'avant. Un paysage où l'on trouvait beaucoup d'espoir, certes, mais aussi énormément de déception. Un monde où les solutions qu'on proposait se révélaient le plus souvent n'être que des illusions, des mirages. C'est la question au cœur de notre exploration aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, un homme qui faisait face à ce problème, c'était un peu un aventurier sans carte, un explorateur en terre inconnue, avec comme seules armes sa volonté. Et un espoir tenace. Alors c'est parti, embarquons ensemble pour ce voyage. Et notre premier arrêt, c'est le cabinet du thérapeute. Parce que oui, pendant des décennies, le consensus médical était formel, le problème, il n'était pas dans le corps. Non, il était dans l'esprit. Une érection qui flanche, on n'allait surtout pas chercher un problème de circulation sanguine ou quoi que ce soit de physique. Non. C'était l'âge d'or de la psychanalyse, alors on accusait l'anxiété de performance, une mère jugée trop protectrice ou un vague traumatisme d'enfance oublié. Le corps médical, lui, écartait les causes physiques avec une certitude assez déconcertante. Et ce qui est fascinant, c'est le décalage. D'un côté, on avait le diagnostic officiel. Quelques mois de psychothérapie, souvent coûteuse, et hop, problème réglé. Et de l'autre, la réalité pour le patient. Un portefeuille beaucoup plus léger, mais un problème qui, lui, restait bien souvent le même. Bon, il y avait aussi les sexologues qui proposaient des exercices de couple. L'intention était louable, bien sûr, se concentrer sur la connexion, les caresses, tout ça pour dédramatiser. Mais franchement, face à l'urgence du désir, c'était un peu comme conseiller à quelqu'un qui meurt de faim de commencer par planter un potager. Pas très satisfaisant. Allez, on quitte le cabinet du psy pour la cuisine, parce que face à une médecine qui semblait un peu trop cérébrale, beaucoup se tournaient vers le bon vieux savoir ancestral, les remèdes de grand-mère. Un univers où la devise était « si ça ne marche pas, au moins ce sera bon ». Et oui, avant le Viagra, la libido, ça passait par l'assiette. Les huîtres riches en zinc, le gingembre pour, soi-disant, échauffer le corps, le piment pour pimenter la soirée, logiquement. La promesse était énorme, mais la réalité, c'était souvent une bonne sieste digestive, plutôt qu'une performance digne des Jeux Olympiques. Et puis, il y avait la catégorie supérieure, les remèdes quasi magiques. Le ginseng, le maca, et malheureusement, la très tragique poudre de corne de rhinocéros. On buvait des mixtures au goût plus que douteux en croisant les doigts pour un miracle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ingrédient le plus actif de toutes ces potions, c'était souvent la foi. Et bien sûr, là où il y a du désespoir, les charlatans ne sont jamais loin. On entre maintenant dans la partie la plus absurde, on peut le dire, de notre voyage. Le monde incroyable des vendeurs d'illusions. Ah, les fameuses préparations secrètes. Vendues dans de jolis flacons, elles promettaient la lune. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouvait? Souvent, un simple mélange de sucre et d'herbes inoffensives. Et parfois, pour donner un petit coup de fouet, des substances carrément dangereuses comme la strychnine ou l'arsenic. Leur meilleur allié, c'était l'effet placebo. L'innovation version arnaque. Cette ceinture promettait de revitaliser l'organe grâce à des micro-décharges électriques. En réalité, ça laissait surtout un souvenir de picotement assez désagréable et une facture plutôt salée. Alors ça, c'est l'ancêtre de la pompe médicale moderne. Le principe était simple, on aspire le sang pour forcer une érection. Le résultat, souvent un organe tout violet et douloureux, comme s'il avait été pris dans un étau. Pas vraiment l'effet glamour espéré. Bon, changeons complètement de ton. La vraie science, la médecine sérieuse, commençait enfin à s'y intéresser. Mais attention, les premières solutions réellement efficaces étaient souvent brutales, douloureuses et tout sauf romantiques. Dans les années 80, ça a été une vraie révolution. On pouvait enfin garantir une érection en injectant un produit directement dans le corps caverneux. Le seul mais énorme inconvénient, il fallait s'administrer soi-même une piqûre juste avant le moment fatidique. Il faut s'imaginer la scène. « Chérie, j'arrive dans 2 minutes. Je dois juste aller régler une petite formalité dans la salle de bain, avec une seringue. » Ça marchait, c'est vrai, mais le romantisme en prenait un sacré coup. Et ça, c'était sans parler du risque de finir aux urgences pour un problème de tuyauterie un peu trop persistant. Voici donc la version médicale de l'appareil du charlatan. C'était efficace, oui, mais le processus était un rituel froid, mécanique. Ça transformait un moment d'intimité en une sorte de procédure technique. On est loin de l'image d'Épinal de la passion dévorante. Et enfin, il y avait la solution de luxe, le dernier recours, l'implant chirurgical. On avait le choix entre les tiges semi-rigides, pour une rigidité permanente, ce qui n'est pas très discret au quotidien, ou alors la version gonflable, avec une petite pompe cachée dans le scrotum qu'il fallait actionner manuellement.
On passait d'une panne à une véritable station-service intégrée. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'était ça, l'ère pré-Viagra. Un mélange de foi, de remèdes de bonne femme et de solutions mécaniques totalement improbables. C'était vraiment un monde où l'on était prêt à tout essayer, du plus mystique au plus douloureux. Au final, l'arrivée du Viagra n'a pas seulement été une révolution médicale, elle a mis un point final à des décennies de tâtonnements, d'arnaques et de solutions bancales. Et ça illustre parfaitement comment une seule innovation peut changer radicalement l'expérience humaine. La question qu'on peut se poser, c'est: quel sera le prochain grand chapitre de nos vies que la science s'apprête à refermer ?